Des inondations dévastatrices ont fait en fin de semaine dernière au moins 34 morts et 11 disparus dans le centre du Vietnam. Les travaux de réparation des dégâts sont intensifiés à Quang Nam et Quang Ngai. Le sommet de l'ASEM sur la prévention et la lutte contre les changements climatiques s'est ouvert aujourd'hui à Hanoï. Selon les experts de la Banque mondiale, les coûts de logistique au Vietnam est plus élevé que celui des autres pays. Bonjour à tous et bienvenue à notre édition du journal en français. Comme nous vous l'en avons informé, des inondations dévastatrices les plus graves depuis 1999 ont fait en fin de semaine dernière 34 morts et 11 disparus dans le centre du Vietnam. Dès que les pluies se sont calmées, les services compétents ainsi que les volontaires sont rapidement venus en aide aux sinistrés. Les services de santé publique dans ces localités se sont aussitôt engagés dans les actions de prévention contre les épidémies qui peuvent survenir après les inondations. État des lieux dans les provinces de Quang Nam et de Quang Ngai. Des aides humanitaires ont été acheminées à 200 familles victimes des inondations dans le district de Dai Loc, province de Quang Nam. Les routes bloquées par les décombres suite aux inondations ralentissent la livraison des aides. Le seul moyen de transport disponible pour le moment demeure les petits bateaux. Nous déployons tous les efforts possibles pour débloquer les routes. Nous travaillons en étroite collaboration avec les services de l'armée pour nettoyer les chemins et les maisons des habitants. Les autorités locales ont recours aux réserves de riz pour éviter la famine. Plusieurs ménages ne peuvent toujours pas rentrer dans leurs lieux d'habitation qui sont encore submergés sous l'eau et le sable. La nourriture, c'est important, mais nous avons aussi besoin de produits désinfectants pour décontaminer les puits d'eau. Sinon, les épidémies peuvent survenir à tout moment. En même temps, dans la province de Quang Ngai, le centre provincial de médecine préventive et les centres de santé locaux ont envoyé des fonctionnaires dans les communes pour aider les habitants à effectuer la décontamination. La province a ordonné aux centres médicaux de toutes les localités de prendre soin des victimes des inondations. La réparation des équipements médicaux est aussi très importante. Selon le Centre national des prévisions météorologiques et hydrologiques, le niveau des fleuves est toujours très élevé malgré la baisse des pluies. D'ici 1 ou 2 jours, la situation devrait s'améliorer dans ces localités. Le sommet de l'ASEM sur la prévention et la lutte contre les changements climatiques s'est ouvert aujourd'hui à Hanoï avec la participation des représentants de 51 pays et organisations du monde. Organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ce sommet permet au Vietnam de gagner plus de soutien et d'aide internationale en matière de prévention contre les catastrophes naturelles et de recherche de sauvetage des victimes. Dans son intervention lors de l'ouverture de la manifestation, le vice-premier ministre vietnamien Pham Binh Minh a souligné la détermination du pays à prévenir et à réduire les pertes causées par les catastrophes naturelles en coopérant avec d'autres pays et organisations internationales. Le Vietnam est l'un des pays agricoles les plus exposés au changement climatique et à divers types de catastrophes naturelles. Par conséquent, le Vietnam attache une grande importance et un fort engagement en matière de coopération dans la prévention et l'atténuation des catastrophes naturelles. C'est une partie importante de la stratégie de développement durable du Vietnam pour la période 2011-2020, une stratégie nationale pour réduire les catastrophes naturelles jusqu'en 2020. Lors du sommet, les représentants des organisations internationales ont commenté les efforts du Vietnam dans l'élaboration de stratégies de prévention et d'intégration de la gestion des risques de catastrophes naturelles dans les plans de développement socio-économique local. Les participants ont également proposé des approches différentes pour faire face aux catastrophes naturelles, notamment en ce qui concerne l'organisation préalable à partir des expériences de leur pays. Je pense que durant ces 10 dernières années, le Vietnam a bien rempli sa mission
en ce qui concerne la prévention des catastrophes naturelles, surtout dans la réduction du nombre de décès causés par ces catastrophes. Les Nations Unies ont soutenu et continueront à soutenir le Vietnam dans la prévention des intempéries, des inondations et des catastrophes naturelles. Notons que 70% des catastrophes naturelles dans le monde se produisent dans la région Asie-Pacifique. En outre, cette région a également recensé les 2/3 des victimes. Selon la Banque mondiale, chaque année, le Vietnam perd 650 personnes et 1,5% de son PIB en raison des catastrophes naturelles. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, effectuera à partir de demain une visite d'État de 3 jours en Inde. Cette visite devrait apporter de nombreux changements positifs au partenariat stratégique établi en 2007 entre les deux pays, qui a été fortement cultivé ces derniers temps et qui a créé de nombreux avantages pour les deux parties. À l'occasion de cette visite, nous vous proposons de jeter un coup d'œil sur la coopération économique entre les deux pays. Aptech est une compagnie géante de l'Inde qui opère dans le monde de l'éducation informatique avec des milliers de centres de formation à travers le monde. Au Vietnam, Aptech a investi dans une joint venture avec la compagnie FPT pour créer il y a 14 ans un système d'éducation. Ce système a permis de former 15 000 étudiants. Les programmes d'Aptech s'appuient sur les bases solides des technologies de l'information de l'Inde et ils sont jugés acceptables pour la formation des ingénieurs informaticiens au Vietnam. Tout notre système d'enseignement, de la gestion à la construction des programmes, est entièrement basé sur le modèle de la compagnie Aptech de l'Inde. Dans le secteur de l'information, le Vietnam suit actuellement les traces de l'Inde. Les sociétés de logiciels vietnamiennes qui sont parvenues à une forte croissance ont tout appris quelque chose de l'Inde et ont de bonnes relations avec les sociétés indiennes. Avec l'objectif de devenir un fort exportateur de produits informatiques, notamment de logiciels, le Vietnam accorde une grande importance à la coopération avec l'Inde dans ce domaine. Alors que l'Inde aide le Vietnam dans la formation de ressources humaines, le Vietnam est prêt à créer des conditions favorables aux entreprises informatiques indiennes souhaitant investir dans le pays. L'Inde est une superpuissance dans le secteur des technologies de l'information, en particulier dans l'industrie du logiciel. Le Vietnam cherche également à développer sa propre industrie de l'informatique. À part notre propre potentiel, nous pouvons encore apprendre beaucoup de choses de l'expérience de l'Inde. Pour les dirigeants vietnamiens et indiens, le domaine des sciences et technologies est l'un des domaines clés de la coopération bilatérale. 6 ans seulement après l'établissement des relations diplomatiques officielles en 1972, les deux pays ont signé de nombreux accords de coopération dans ce domaine. Aujourd'hui, la coopération vietnamo-indienne s'oriente aussi vers d'autres domaines du futur, comme la nanotechnologie ou la technologie spatiale. Avec des populations énormes, les deux pays ont également vu la nécessité de coopérer dans le domaine de la sécurité alimentaire. L'Inde est excellente également dans l'agriculture avec la technologie de télédétection de pointe qui permet des prévisions météorologiques précises et la gestion de ressources agricoles. Ce pays est prêt à partager, enseigner et nous transférer ces technologies. En contrepartie, il veut apprendre de l'industrie de la pêche du Vietnam. Malgré le ralentissement économique mondial, le chiffre d'affaires du commerce entre le Vietnam et l'Inde a réalisé une croissance de 40% l'an dernier. « 46% des investisseurs étrangers ont déclaré qu'ils veulent augmenter les investissements dans le Vietnam, tandis que 44% ont dit qu'ils vont maintenir le niveau des investissements au pays. Ce sont les résultats enregistrés à partir de l'enquête sur les investissements dans le secteur privé menée par Grant Thornton au Vietnam. Cette enquête est basée sur l'analyse des options de ceux qui décident d'investir au Vietnam au cours des 12 prochains mois. En conséquence, 43% des investisseurs ont une vision positive de l'économie du Vietnam,
au cours des 2 dernières années, tandis que les déclarations négatives ont diminué de 13%. Cependant, le commentaire sur l'environnement de l'investissement, les investisseurs se plaignent encore de la corruption et des procédures administratives bureaucratiques qu'ils considèrent comme les obstacles les plus importants de la mise en œuvre des plans d'investissement. Selon les experts de la Banque mondiale, les coûts logistiques au Vietnam représentent actuellement 25% du PIB, soit 12 milliards de dollars. Ce chiffre est plus élevé que celui des autres pays. Ce coût élevé de logistique rend les produits fabriqués au Vietnam plus chers que les produits importés. Phương Anh nous en dit plus. Le groupe Hoa Sen distribue 60% de ses produits à 120 succursales dans tout le pays. Selon les représentants de l'entreprise, ses coûts de transport sont excessivement élevés. Si nous transportons nos marchandises par camion, les coûts sont très élevés. Seulement en les transportant de Ho Chi Minh Ville à Nha Trang ou à Da Nang, nous devons payer plus que ce qu'il en coûte pour le transport à Bangkok. En effet, les coûts de transport maritime sont moins élevés que les coûts de transport terrestre. Un meilleur système ferroviaire nous permettrait de réduire considérablement les coûts d'expédition. Il y a plus de 1000 sociétés nationales et 25 étrangères opérant dans le secteur de la logistique au Vietnam. Toutefois, la part de marché des entreprises étrangères représente de 70 à 80%. Les entreprises de logistique domestique sont principalement des petites entreprises et fonctionnent souvent comme des agences pour les entreprises étrangères. L'utilisation des services de logistique fournis par ces sociétés étrangères rend difficile les négociations des prix des produits vietnamiens. Les expéditions des entreprises étrangères coûtent très cher, mais comme la plupart des services logistiques au Vietnam sont opérés par des entreprises étrangères, nous devons encore subir ces coûts. D'après les autorités locales, la hausse des coûts de logistique est due à la faible qualité des infrastructures. En effet, les coûts de transport représentent 60% des coûts de logistique. Or, avec les infrastructures de transport sous-développées et des ports maritimes de qualité médiocre, le prix de chaque commande peut augmenter de 10% en moyenne. Les frais élevés de logistique peuvent donc ralentir le développement de l'exportation du Vietnam. Voici à présent les taux de change et les indices de la bourse au Vietnam. La 12e réunion plénière du réseau des grandes villes asiatiques du XXIe siècle a été ouverte aujourd'hui à Hanoï. L'aménagement des centres urbains et les politiques énergétiques pour les villes asiatiques étaient à l'ordre du jour de cette réunion. S'adressant à la réunion, le vice-premier ministre Hoàng Trung Hải a souligné que la réunion a été l'occasion pour les villes asiatiques de partager les expériences en matière de planification urbaine, la gestion et le développement et l'utilisation plus efficace de l'énergie. Les délégués ont également discuté des mesures pour améliorer la circulation et du rôle du secteur privé dans le développement des villes et de la promotion des énergies renouvelables. En 2008, la province de Ha Tây, le district de Mê Linh de la province de Vĩnh Phúc et 4 communes du district de Long Son de la province de Hòa Bình ont été rattachées à Hanoï. Après l'élargissement de ses limites administratives, Hanoï compte aujourd'hui environ 80 000 habitants des ethnies minoritaires. L'administration de la capitale s'efforce d'accommoder les besoins particuliers de ses habitants.
Madame Carter de Lenny Gehor et son mari Nguyễn Văn Vẽ deviennent des habitants de la capitale en 2008 après le rattachement du district de Lương Sơn où ils habitent au territoire de Hanoï. À partir de ce moment-là, toute la famille accède au réseau électrique national. Quant au chemin passant devant leur maison, il a été bétonné il y a 2 ans. La vie de notre foyer s'est nettement améliorée depuis le rattachement de notre district. Les autorités ont fait construire de nouvelles routes, des marchés et des écoles dans notre localité. Plus de 70% des habitants de la commune de Tiên Xuân font partie des groupes ethniques minoritaires. Seulement 2 ans après l'extension de Hanoï, la commune dispose d'une école secondaire conforme aux normes nationales, de routes bétonnées, d'un centre de soins sanitaires bien équipé. Le revenu moyen annuel des habitants de la commune s'élève à 20 millions de dong. La commune a reçu 200 milliards de dong d'investissement pour la construction des infrastructures. Le taux des foyers sous le seuil de pauvreté a nettement diminué et se retrouve aujourd'hui à seulement de 3,8%. À présent, 100% des habitants des ethnies minoritaires ont accès à l'électricité. 93% des communes possèdent des centres médicaux ainsi que plus de 30% des écoles aux normes nationales. Ce sont les résultats encourageants des projets de développement socio-économique menés par la ville de Hanoï ces 5 dernières années dans ces nouvelles zones. Dans les années à venir, la ville de Hanoï va continuer à investir dans ce projet de développement. Nous allons nous concentrer sur l'assainissement de l'eau, la construction de centres médicaux, d'écoles et de maisons culturelles pour les habitants d'ethnies minoritaires. Les experts estiment pourtant que parallèlement à l'amélioration du niveau de vie des habitants des ethnies minoritaires, la ville de Hanoï doit penser aussi à préserver leurs spécificités culturelles pour enrichir les identités de la capitale. La semaine du patrimoine culturel des ethnies du Vietnam s'ouvre ce soir à Dong Mo, dans le district de Ba Vi, en banlieue de Hanoï. L'événement de 7 jours célèbre l'identité culturelle vietnamienne qui est représentée par 54 ethnies. Cette manifestation vise à transmettre un message de solidarité entre ces ethnies. Son programme comprend des spectacles qui mettent en scène les relations entre les différents groupes ethniques tout en montrant leurs caractéristiques culturelles individuelles. Et les organisateurs de cette semaine espèrent également attirer l'attention du public sur la situation désastreuse dans la région centrale après les récentes tempêtes et inondations. C'est une grande fête avec la participation des représentants des groupes ethniques des 4 coins du pays. L'Association générale des Vietnamiens en Belgique, l'AGVB, a été créée le 16 novembre, c'est-à-dire samedi dernier, avec 12 membres fondateurs, dans l'optique de renforcer la solidarité entre les Vietnamiens résidant dans ce pays et de contribuer activement à la patrie. L'ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, Pham Thanh Chau, a souhaité que cette association serve d'intermédiaire entre la communauté des Vietnamiens en Belgique et le Vietnam et contribue à renforcer les liens entre le Vietnam et la Belgique. L'AGVB prévoit une série d'activités dans les temps à venir, avec notamment l'organisation du Nouvel An lunaire 2014. Actuellement, environ 13 000 Vietnamiens vivent et travaillent en Belgique. Un programme visant à présenter la musique et la cuisine traditionnelle vietnamienne a été donné la semaine dernière dans plusieurs villes de Belgique, dans le cadre de la semaine visant à marquer le 40e anniversaire des relations diplomatiques vietnamo-belges. Les artistes de Ho Chi Minh Ville ont en fait produit des spectacles de musique traditionnelle à Gun, dans le nord de la Belgique, dans la province orientale de Flandre et dans la ville belge de Namur au sud. Parmi les autres activités de cette semaine, une exposition d'art contemporain vietnamien et la création d'un groupe de Vietnamiens en Belgique. L'automne, la plus belle saison à Hanoï. L'évocation de Hanoï en automne fait surgir dans la plupart des esprits l'image des feuilles de badamier rouge au bord du lac Hoan Kiem, ou celle des rues de la vieille ville imprégnées du parfum des roisseux ou des fleurs de lait.
L'automne est aussi la saison où l'on peut goûter différentes spécialités hanoïennes, comme le côme, générique gluant du village Vong, emballé dans des feuilles de lotus ou d'autres plats chauds et réconfortants. Dans notre chapitre cuisine, nous vous invitons à déguster quelques plats typiques de cette saison à Hanoï, tels que la salade de fleurs de bananier, le poisson lang ou embibargrus, cuit aux pousses de bambou, ou encore le poulet et les crevettes grillées aux feuilles de citronnier. Les premières fraîcheurs annoncent le début de l'automne à Hanoï. Ceux qui aiment cette saison dans la capitale du Vietnam sont également friands des plats hanoïens typiques de cette période de l'année. La salade de fleurs de bananier est un plat confectionné avec des ingrédients relativement simples. Les cuisiniers préfèrent utiliser des fleurs de bananier occidentales plutôt que des fleurs vietnamiennes qui ont souvent un goût trop aigre. Tout d'abord, la fleur de bananier doit être tranchée finement. Il faut ensuite la faire tremper dans de l'eau mélangée avec du sel et du vinaigre blanc pour qu'elle ne noircisse pas. Si la fleur est coupée dans de l'eau chaude, elle sera plus douce et plus facile à manger. Un peu de carottes, des oignons finement hachés et la fleur de bananier, le tout doit être bien mélangé avec du jus de citron, du poivre et des épices. Pour finir, le cuisinier saupoudre un peu d'arachide et de sésame grillé. Pour rendre la salade plus croquante, je n'utilise pas d'oreilles de porc comme dans d'autres recettes, mais des arachides et du sésame. La salade de fleurs de bananier, par des saveurs à la fois sucrées, acides et piquantes, va à coup sûr éveiller les sens des gourmands. J'aime les salades en général, mais je préfère la salade de fleurs de bananier. Son goût est très délicat. Le deuxième plat est la soupe de poisson aux pousses de bambou fermentées. Selon les recommandations des gourmets, le poisson dont le goût se marie parfaitement avec celui des pousses de bambou fermentées est le poisson lang. Sa chair est très tendre, nutritive et il contient très peu d'arêtes. Après le traitement préalable, le cuisinier fait mariner le poisson avec des épices. Il ajoute ensuite des pousses de bambou, un peu de ciboulette et d'anettes pour relever la saveur du plat. La soupe de poisson doit être servie chaude. C'est pourquoi la cuisson ne commence que lorsque les convives sont à table. Parmi les ingrédients de ce plat, les pousses de bambou fermentées ont un goût particulièrement acide. Nous devons donc utiliser du sucre. Les convives peuvent ainsi mieux apprécier le goût succulent du poisson. Le plat suivant est le poulet grillé aux feuilles de citronnier. Ce plat est mariné avec des épices traditionnelles telles que des feuilles de citronnier, du piment, du poivre et du sel. Selon le chef de cuisine, ce plat existe depuis très longtemps et peut être cuisiné de différentes façons, grillé au miel, au satay ou en papillote dans du papier d'aluminium. Mais le faire riller au charbon de bois est la recette traditionnelle la plus prisée car elle est la plus simple. Le dernier plat d'aujourd'hui est également une grillade, les crevettes du fleuve rouge rayées.
Le delta du fleuve Rouge abrite plusieurs espèces de poissons et de crevettes. Les petites crevettes peuvent être facilement pêchées à cette période de l'année. À la différence des crevettes vivant dans les rizières ou dans les marais, les crevettes pêchées dans les eaux de Limon Rouge ne sont pas très grandes. Le carapace est plus fine, croustillante et la chair est très douce. C'est pourquoi ces crevettes sont souvent servies grillées. Pour les cuisiniers hanoïens, les meilleures crevettes pour les grillades sont les crevettes toutes fraîches que les riverains du fleuve Rouge pêchent tôt le matin. La confection de ce plat est très simple. Les crevettes doivent être marinées avec des feuilles de citronnier, du piment, de l'ail, de la citronnelle, du sel et du miel. Une fois toutes les étapes de préparation effectuées, la cuisson au charbon de bois ne prend que quelques minutes. Voici à présent les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est ainsi la fin de notre édition du Journal en français. Vous pouvez désormais retrouver notre journal sur notre site web vtv4.vn. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée à tous.